Bonsoir à tous et bienvenue dans ce tour de médias. En France, depuis ce dimanche, le dernier bilan du nouveau coronavirus est connu. Il passe de 19 morts à 1126 cas confirmés. Avec l'arrivée de cette épidémie, les entrepreneurs français n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Ce sont des stocks de légumes secs, dont des haricots rouges et lentilles qui restent bloqués en Chine. Depuis la mi-janvier, une pénurie qui inquiète les professionnels de l'import-export. Cette entreprise d'import de légumes secs fournit les plus grands producteurs de conserves de France et d'Europe. Des matières premières cultivées en Argentine ou au Canada, 25% des lentilles et des haricots rouges viennent de Chine. Et depuis la mi-janvier, il n'y a plus de livraison. D'habitude, il y a les stocks de haricots rouges et aujourd'hui, on est quasiment sans stock. Tout ce qui arrive repart immédiatement chez les clients quand ça arrive d'autres origines que la Chine. Autre conséquence, avec l'arrivée du Covid-19 en France et en Europe, certains consommateurs se ruent sur les produits non périssables, notamment les conserves. Alors les industriels accélèrent les productions et demandent plus de matières premières à leurs fournisseurs. À aujourd'hui, oui, il n'y a pas de souci. Après, on essaiera de répondre au mieux possible à nos clients et de les orienter vers notamment beaucoup plus d'origine française. Mais derrière, sur le long terme et sur l'année, est-ce qu'on va tenir cette cadence et pour combien de temps? Une crise qui inquiète et qui pousse les entrepreneurs à tirer des leçons et à devenir moins dépendants de la Chine en trouvant des solutions sur le marché européen, mais surtout en France. Et toujours pour faire face au coronavirus, un collectif de médecins réclame des masques FFP2 plus filtrants que les modèles chirurgicaux. Pour les obtenir, ils saisissent le tribunal administratif français. Des masques FFP2 pour les médecins généralistes libéraux. C'est la demande d'un collectif de médecins. Ils ont saisi le tribunal administratif pour interpeller l'État et obtenir ces masques plus filtrants que les modèles chirurgicaux. La France est le seul pays qui décide que les masques chirurgicaux se suffisent à eux-mêmes. C'est une catastrophe. Nous allons contaminer les médecins généralistes et par ailleurs les professionnels de santé libéraux de ce pays. Le gouvernement ne peut pas se permettre aujourd'hui de mettre en péril les médecins libéraux de ce pays. Le collectif associé à des patients compte aussi saisir l'Organisation mondiale de la santé ce lundi. Ils veulent un avis sur les mesures prises par la France. Pourquoi cette interpellation est importante de l'OMS? Parce que c'est elle qui demain, si ça se tourne mal, et ça tournera mal si on continue comme ça, servira d'interpellation à la responsabilité du gouvernement, parce que après le temps de la gestion de la crise, viendra le temps de répondre de la gestion. Sur la question des masques, aucune date d'audience n'a été fixée pour le moment. Voyons à présent l'évolution de cette épidémie du coronavirus dans le monde et les différentes mesures prises par ces autorités pour endiguer la maladie. En Italie du Nord, les barrages routiers devraient devenir la norme alors qu'une grande partie de la région vient d'être placée en quarantaine jusqu'au 3 avril prochain. Une mesure qui concerne pas moins de 16 millions de personnes. Le but, enrayer l'épidémie alors que le nombre de personnes infectées est dernièrement passé à plus de 7000, dont au moins 366 décès. Les déplacements sont strictement limités en Lombardie ainsi que dans 14 provinces et les écoles, musées, gymnases et autres lieux publics demeurent fermés dans l'ensemble du pays. Le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a salué les mesures courageuses prises par l'Italie. Les habitants, eux, sont plus mitigés. Le comportement de nos responsables politiques est chaotique. Au lieu de rassurer les citoyens, ils créent davantage de panique. Je pense que c'est nécessaire, on verra ce qui se passe ensuite. Il n'y a rien d'autre à faire. En France, le président Emmanuel Macron a tenu une réunion d'urgence et le gouvernement a annoncé l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes. Ailleurs en Europe, des dirigeants prennent la parole comme le chancelier autrichien Sebastian Kurz pour rassurer leur population tout en indiquant que des mesures d'endiguement similaires à l'Italie pourraient être prises prochainement. Pendant ce temps, en Iran, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie, les organisations gouvernementales ont pulvérisé du désinfectant pour assainir les routes, les rues et les lieux accueillant du public.
Partout à travers le monde, plusieurs navires de croisière sont toujours concernés par des mesures de confinement. En Égypte, des passagers ont débarqué à Luxor et 45 personnes positives au Covid-19 ont été hospitalisées. Au Caire, des centaines d'Égyptiens se sont rendus au ministère de la Santé pour passer des tests de dépistage. Une nouvelle positive en Chine, le foyer de l'épidémie. Les autorités ont signalé le plus faible nombre de nouvelles infections en un seul jour depuis janvier, ce qui indique que la propagation du virus ralentit dans le pays. Parlons d'économie. Les bourses asiatiques et les prix du pétrole s'effondrent après la décision de l'Arabie saoudite de réduire drastiquement ses prix suite à l'échec des négociations entre l'OPEP et la Russie. Ces derniers n'ont pas réussi à s'entendre sur des coupes supplémentaires de leur production pour tenter d'enrayer la chute de la consommation face à l'épidémie du coronavirus. Regardez. À la bourse de Tokyo, comme sur toutes les autres places en Asie, la semaine débute dans le rouge. Les indices boursiers plongent, tandis que les cours du pétrole, eux, dégringolent carrément. Conséquence de la décision saoudienne de réduire unilatéralement ses prix. La plus importante réduction depuis 20 ans. Alors pourquoi cette vente au rabais, cette grande braderie de l'or noir? Parce que l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, dont l'Arabie saoudite joue le rôle de chef de file, n'a pas réussi à convaincre ses partenaires internationaux, Russie en tête, de procéder à une nouvelle réduction de la production mondiale. L'échec des négociations et l'éclatement de l'alliance entre l'OPEP et la Russie a été constaté vendredi. L'OPEP réclamait une réduction du nombre de barils car en raison de l'épidémie de coronavirus, la consommation de pétrole a baissé, notamment en Chine, et c'est la loi de l'offre et de la demande. Les cours avaient déjà dégringolé de plus de 30% depuis le début de l'année. C'est justement pour éviter qu'ils continuent à chuter que l'OPEP voulait limiter la production mondiale. Mais la Russie, deuxième producteur de brut de la planète, s'y est donc opposée, comme l'explique cet analyste new-yorkais. Les Russes peuvent vivre avec un baril à $40 et il semble qu'ils soient prêts à supporter des prix encore plus bas à court terme. En décidant de baisser les prix de son pétrole, en envisageant aussi d'augmenter sa production, l'Arabie saoudite accélère la chute des cours. Comme si, en lançant cette guerre des prix, elle voulait sanctionner les Russes. Reste à savoir combien de temps les Saoudiens pourront pratiquer cette politique de la terre brûlée. Surtout, les places boursières qui n'aiment pas, c'est connu, l'incertitude, entrent dans une nouvelle période agitée, alors que la Chine, deuxième économie de la planète, fonctionne toujours au ralenti et que l'épidémie de coronavirus progresse à travers le monde. Et puis la Journée internationale des droits des femmes a été célébrée ce 8 mars dans plusieurs pays du monde. En France, c'est sous fond du coronavirus que le mouvement Femmes a manifesté. En Espagne, les femmes réclamaient plus de sécurité et de protection contre les violences sous toutes ses formes. Une combinaison, des gants, des lunettes, un attirail pour dénoncer le virus du patriarcat. À Paris, la Journée internationale des droits des femmes a été marquée par une action des Femmes sur fond de coronavirus. En Espagne, des centaines de milliers de femmes et d'hommes sont descendus dans les rues dans plusieurs villes du pays, comme Saragosse, Séville ou encore Madrid. On nous tue et on ne fait rien contre ça. Il est temps que ça change. Il faut que l'on répartisse de façon plus égalitaire les tâches ménagères, l'éducation des enfants, l'accès au marché de l'emploi et les salaires. L'égalité partout, en définitive. À Moscou, la Journée des femmes n'est pas synonyme de revendication. C'est un moment festif où l'on offre avant tout des fleurs ou des présents aux femmes. Pourtant, les violences domestiques sont bien un fléau dans le pays. 25% des femmes en seraient victimes. Des abus qui ont été dépénalisés par la loi en 2017. Au Kyrgyzstan, la journée de la femme a été mouvementée. Des dizaines de manifestants, en majorité des femmes, ont été arrêtés par la police lors d'un rassemblement contre les violences sexistes. Elles venaient de se faire attaquer par des hommes masqués. Manifestation aussi dans les rues d'Islamabad au Pakistan pour réclamer plus de droits pour les femmes. Dans cette société ultra-conservatrice, elles peuvent encore être mises à mort au nom d'anciens codes d'honneur. Enfin en Syrie, dans cette province kurde qui a été au cœur de la guerre contre Daesh, les femmes défendent leurs droits en musique. Pour faire de ce jour une fête dans l'espoir d'un futur plus égalitaire.
Et poursuivons aux Pays-Bas où le procès du vol MH17 s'est ouvert. Au banc des accusés, 4 personnes, dont 3 Russes et 1 Ukrainien. Ils sont accusés d'être à l'origine du missile qui a abattu l'avion MH17 de la Malaysia Airlines, faisant 298 victimes. Un procès qui risque de durer 1 année et dont le verdict est attendu. Ce 17 juillet 2014, cet avion parti d'Amsterdam pour Kuala Lumpur s'écrase au-dessus de l'Ukraine en plein conflit. Le MH17 de la Malaysia Airlines vient d'être abattu par un missile. Aujourd'hui, aux Pays-Bas, plus de 5 ans après, s'ouvre le procès tant attendu par les proches des 298 victimes. Absents au procès, les 4 accusés, 3 Russes et 1 Ukrainien. Ils sont tenus responsables du tir du missile Buk, transporté en territoire rebelle ukrainien depuis la Russie. Moscou est accusé par les familles de savoir ce qui s'est passé, mais de ne pas coopérer. La Russie dément toute implication et s'estime condamnée à l'avance par le tribunal. À l'issue du procès, qui pourrait durer plus d'1 année, les parties civiles espèrent enfin connaître la vérité sur cette tragédie. Au Soudan, les femmes veulent l'amélioration de leurs conditions de vie. Militantes de premières heures pour le renversement du président Omar el-Béchir, ces femmes espéraient que leurs revendications soient prises en compte après le changement du pouvoir de Khartoum. Mais aujourd'hui, elles trouvent insuffisantes les décisions prises en leur faveur par le gouvernement. Au Soudan, elles ont joué un rôle crucial dans le mouvement qui a conduit au renversement d'Omar el-Béchir en 2019. Mais ces militantes regrettent que la progression de leurs droits soit toujours lente depuis la chute de Béchir. Si les femmes avaient une meilleure représentation, regrettent-elles, eh bien, elles auraient eu plus de voix pour défendre leur cause. Mais cela ne s'est pas produit. La loi sur le statut personnel de 1991 fait souffrir des milliers de femmes au Soudan. Je suis étonné par la voix, y compris celle de certaines femmes qui parlent de la question des femmes ici au Soudan. Nous avons besoin de mesures immédiates et je pense que le ministère de la Justice et le gouvernement comprennent la situation et je reste optimiste quant à la possibilité de prendre des mesures dans la bonne direction. Le statut personnel du droit de la famille soudanais comprend le mariage, le divorce, l'entretien, la garde et l'héritage. Les militantes ont fait valoir cependant que cette loi ne protège pas suffisamment les femmes soudanaises. Le royaume de Swatini en Swaziland veut miser sur l'énergie renouvelable pour développer son secteur énergétique. D'ici fin 2020, le royaume compte mettre en service 10 MW de centrales solaires photovoltaïques. Pour les experts, cela représente un grand avantage pour le royaume et qui réduit sa dépendance de l'énergie importée de pays limitrophes. Regardez. Miser sur les énergies renouvelables pour développer son secteur énergétique, c'est le pari lancé par le royaume d'Eswatini. D'ici la fin 2020, 10 MW de centrales solaires photovoltaïques seront mises en service. 40 MW de centrales à biomasse sont déjà en cours d'installation. Des autorisations ont également été données à des producteurs indépendants pour développer 40 MW de centrales d'énergie solaire photovoltaïque. C'est un avantage énorme. J'ose croire qu'un pays comme celui-là a pu maîtriser la technologie. C'est une révolution. Je crois que le royaume de Swatini, l'ancien Swaziland, est en train de nous donner un sens concret à ce qu'on appelle de plus en plus l'économie circulaire. Comme ils sont même dans l'océan Indien, je crois qu'à l'avenir, ils devraient également produire l'énergie éolienne, parce que les grands vents dans l'océan Indien, il y en a suffisamment. Le royaume d'Eswatini mène depuis peu une politique de distribution de compteurs prépayés. D'après le ministère de l'Énergie, cette politique permet un meilleur recouvrement des factures et une plus grande rentabilité de la compagnie électrique nationale. Celle-ci devient alors capable de financer en interne certains projets et d'appuyer des initiatives locales. Pour
le prépayé, ça va donner beaucoup d'argent à la compagnie. Mais la fonction sociale de l'État, sa fonction régalienne de s'occuper de donner l'énergie au plus grand nombre ne sera pas remplie. En ce sens que celui qui n'a pas d'argent ne pourra pas acheter. Donc cette politique-là, je suis pour qu'on applique ça peut-être à 80%. Et les 20 autres pourcents, on met sur pied un système de distribution d'énergie à post-payer. Voilà. C'est-à-dire quoi? Vous consommez, on vous adresse la facture, vous payez. Répartie sur 4 centrales, la puissance installée du royaume est de 60,4 MW et ne satisfait que 17% de la consommation énergétique nationale. Le pays doit alors importer depuis l'Afrique du Sud et le Mozambique. Et c'est la fin de cette édition de l'actualité vue d'ailleurs. Merci à tous de nous avoir suivis et restez sur A12 à la chaîne d'ici et d'ailleurs.